bienvenue dans notre émission Éco-Éco. Pendant longtemps, nous avons séparé le monde de façon manichéenne entre le nord et le sud. Au nord, la richesse, le développement. Au sud, la pauvreté, notamment reflétée par des indicateurs tels que l'IDH, l'indicateur de développement humain, le taux d'alphabétisation, le taux de mortalité, bref, des indicateurs qui étaient plus alarmants dans les pays du sud. Aujourd'hui, nous assistons à un bouleversement des rapports nord-sud, et ce notamment depuis la crise économique de 2008. C'est ce qui fera l'objet aujourd'hui de notre émission. Comment la crise économique de 2008 a-t-elle bouleversé les rapports nord-sud? Nous commençons cette émission avec Pauline Grijga, interviewée depuis la Maison-Blanche. Je suis en direct de la Maison-Blanche et c'est avec plaisir que je vais répondre à votre question. Donc concernant les relations nord-sud, on peut parler de relations asymétriques et avec une logique de domination et d'exploitation des pays du Nord sur les pays du Sud, et ça depuis le XVIe siècle. Donc ce modèle était notamment prédominant lors de la période coloniale, jusque dans les années 50-60. Ainsi, l'Europe de l'Ouest a pu asseoir sa prédominance sur la scène internationale et accumuler des capitaux pour l'essor du capitalisme. Et cette domination continue toujours de permettre à l'Europe un accès privilégié aux ressources naturelles, aux matières premières et à une main-d'œuvre dont le coût défie toute concurrence. Donc pour échapper à cette domination du Nord, les pays du Sud se sont mobilisés autour de politiques de substitution à l'importation, avec aussi un schéma d'échange plutôt sud-sud. Mais ce modèle de déconnexion n'a pas réussi à résister à la crise de la dette des années 80. Donc dans les années 80, il y a un tournant qui s'opère avec l'action des institutions de Bretton Woods, avec la signature des accords du GATT, de l'OMC et la signature de nombreux accords bilatéraux, donc de libre-échange nord-sud. Ça a permis une ouverture du commerce, mais en fait on voit bien que ça profite toujours aux pays du Nord qui à travers la lutte contre le terrorisme, le discours du développement, l'aide économique d'urgence ou l'aide humanitaire, c'est toujours pour affirmer une hégémonie politique et économique, profitant surtout aux multinationales des pays du G8. Donc à travers justement l'ouverture du commerce international, les pays du Sud ont dû arrêter de contrôler les prix des denrées alimentaires et les réserves, et n'ont pas pu protéger leur sécurité alimentaire au niveau national. Ainsi, on voit que ça a eu des conséquences désastreuses pour les économies paysannes, et le nombre de paysans est en diminution constante en Asie, en Amérique latine notamment. Bonjour John Lavinia, bienvenue. Bonjour. Alors, vous êtes un représentant de Greenpeace. Greenpeace. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez nous parler des différences environnementales entre, on va dire, les pays qui sont dits du Nord et les pays du Sud? Alors oui, on peut observer une délocalisation des déchets toxiques entre les pays du Nord vers les pays du Sud. Donc on peut observer ça, ce cas-là en Inde par exemple, avec des villes entières qui sont considérées comme des villes, on va dire, déchets, des villes poubelles. On peut observer que l'Inde, c'est l'un des principaux importateurs de produits toxiques, donc pour le recyclage. Malheureusement, tous ces produits toxiques ne sont pas recyclés par des moyens, disons, conventionnels. Donc ils ne respectent pas les normes environnementales. On peut observer exactement ce même schéma au Nigeria, avec chaque année environ des millions et des millions de tonnes de produits informatiques qui sont directement importés des pays du Nord, donc comme l'Angleterre, polluante. On peut voir aussi des délocalisations d'industries polluantes, notamment en Inde. Les entreprises, depuis la crise notamment, elles cherchent des main-d'œuvre moins chères, mais pas seulement, elles cherchent aussi des normes environnementales et des normes au niveau de sécurité beaucoup plus faibles. Notamment, elles vont les trouver dans ces pays-là, dans les pays du Sud, qui cherchent à se développer et qui vont faire certaines concessions, notamment des concessions environnementales. Donc on peut voir par exemple un problème majeur en Inde avec le fleuve Gange, qui est très pollué. On peut observer qu'il y a environ 700 entreprises qui se sont installées le long de ce fleuve et qui reversent chaque jour environ 0,5 millions de mètres cubes d'effluents toxiques dans le fleuve. Donc ça crée un impact immédiat et sur très long terme pour la population. Et on peut voir que ce problème-là est d'une part parce que les entreprises ne respectent pas forcément le peu de normes qui sont mises en place, mais aussi parce que les normes mises en place par ces gouvernements dans ces pays-là ne sont pas assez développées pour protéger de manière disons, durable ces pays.
L'agriculture est aussi un point essentiel des disparités environnementales entre le nord et le sud, étant donné que plusieurs cultures, comme la culture du coton, la culture de l'huile, du café, entraînent de nombreuses déforestations, une disparition de la faune et de la flore, une pollution des nappes phréatiques. C'est essentiellement des cultures qui concernent les pays du Sud. Les pays du Nord, elles, ne vont pas être touchés, même si ce sont les principaux consommateurs de ces produits-là. Donc, ce sont des problématiques assez importantes. Très bien. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, en 2014, outre cette dichotomie entre pays du Nord et pays du Sud, il y a par exemple des pays du Sud qui s'en sortent mieux en matière environnementale que des pays du Nord, qui sont plus en avance, qui sont sur la bonne voie? Alors, il y a des pays qui sont sur la bonne voie, il y a aussi des pays qui ne sont pas forcément sur la bonne voie, mais qui commencent, comme l'Inde par exemple, à mettre en place des normes, ou du moins à les faire respecter. On peut voir que c'est le cas avec Coca-Cola, qui déjà l'année dernière a dû fermer une usine à New Delhi. Donc malheureusement, cette fermeture d'usine qui avait été préconisée parce que, si vous voulez, Coca-Cola consommait beaucoup trop d'eau comparé aux ressources naturelles de la ville. Donc il y avait de nombreuses pénuries, ce sont les habitants qui souffraient de ces pénuries. Les usines, elles, comme celle de Coca-Cola, n'en souffraient pas. Pour enrayer ce problème-là, on a décidé de fermer l'usine. Malheureusement, ça n'a duré que quelques jours. Et cette année, au mois de juin 2014, une nouvelle usine Coca-Cola a fermé dans le nord du pays, cette fois-ci de manière durable. Et là, cette fois-ci, le gouvernement a décidé d'imposer à l'entreprise Coca-Cola de trouver des solutions alternatives, premièrement, et deuxièmement, de remplacer les ressources qu'elles avaient utilisées pendant toutes les années d'occupation du site. Donc, ils leur ont demandé de remettre, de remettre de manière durable et à neuve, on va dire, les ressources en eau de la ville, là où il est important. D'accord, alors je rebondis sur votre exemple de Coca-Cola. Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, la logique, on va dire, environnementale est importante à prendre en compte pour les entreprises? Alors oui, il y a une logique environnementale qui est très importante à prendre en compte, tout simplement parce que maintenant il y a une prise de conscience, même de la part des consommateurs, et l'image même de n'importe quelle entreprise maintenant va se ressentir aussi dans la manière dont elle va gérer ces aspects environnementaux. Donc je pense que d'une part, de la part des entreprises, c'est très important de les prendre en compte, même d'un simple vue concurrentiel, disons, pour leur simple bien financier, pour leur simple bien financier, pardon, mais aussi de la part des différents gouvernements qui doivent mettre en place différentes structures et différentes normes pour garantir à leur population un milieu sain et durable. Très bien. Merci Pierre pour cet échange. Bienvenue. Bonjour, merci. Alors merci de votre présence. Aujourd'hui, vous faites partie du cercle des économistes disparus. Tout à fait. Est-ce que vous pourriez nous parler du développement des échanges sud-sud suite à la crise de 2008? Tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre 1995 et 2008, la part du commerce sud-sud de marchandises est passée de 10 à 20%. Cependant, plus de 70% de ces échanges concernent le commerce intra-Asie, contre 2% pour le commerce intra-africain. Les chiffres que vous pouvez voir qui s'affichent à l'écran révèlent un fort potentiel de croissance du commerce sud-sud, ainsi que du commerce interrégional, vers un nombre plus important de pays en développement. Quel est l'objectif? L'objectif aujourd'hui, c'est de sortir de la dépendance vis-à-vis des matières premières avec le Nord, donc les pays comme les États-Unis, l'Europe. Le développement des échanges sud-sud est nécessaire pour éviter que le commerce des matières premières garde sa prééminence dans les pays du Sud, notamment en Afrique ou dans les pays d'Amérique latine. Car en effet, encore de nombreux pays africains du Sud ou des pays comme l'Argentine ou le Brésil ont une économie qui dépend essentiellement du commerce des matières premières avec le Nord. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les pays du Sud sont en bonne voie pour rattraper le rythme des pays du Nord? Ou vous pensez que justement cela n'arrivera jamais ou dans un bon nombre d'années? Alors, personnellement, je ne peux pas vous donner une réponse claire et précise sur ce sujet. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut absolument que les pays du Sud développent leur commerce interrégional. C'est-à-dire qu'il faut que les pays d'Afrique développent leur commerce entre eux pour pouvoir atteindre un certain niveau de croissance et pouvoir aussi s'insérer dans un processus de globalisation des échanges, un processus de mondialisation et pouvoir échanger après plus sainement avec les pays du Nord. Ensuite, pour ce qui est d'atteindre un niveau de croissance européen, je pense que tout d'abord, il faudrait revoir nos modes de fonctionnement. On ne peut plus continuer comme ça. La croissance de la Chine ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on revoie tout ce qui se passe en ce moment dans le monde. Voilà, je suis révoltée. Voilà,
Très bien, écoutez, merci de votre présence. Eh bien, merci à vous de m'avoir invité, ça m'a fait plaisir. Je vous en prie, au revoir. Au revoir. Bonjour Marie-Cy, bienvenue sur notre plateau télévisé. Alors, vous êtes sociologue spécialiste en rapport sexuel, Nord-Sud. Donc, vous êtes ici pour nous parler des conséquences de la crise de 2008 sur les rapports Nord-Sud. Alors, selon vous, quels sont les plus gros impacts de cette crise sur les échanges Nord-Sud? Alors, je pense que cette crise a principalement donné lieu à de nouvelles revendications de la part des pays du Sud. Tout d'abord, d'un point de vue économique, chose assez extraordinaire qui s'est passée, les pays des BRICS et d'Amérique latine ont décidé de ne plus utiliser le dollar comme unique devise. Et c'est quand même vraiment symbolique. Ça veut dire que l'impérialisme américain n'est plus. Autre revendication, là, qui s'est un petit peu plus généralisée, le retour des cerveaux. Au début des années 50, à la suite de la reconstruction, on a fait appel à l'immigration, notamment africaine, pour reconstruire le pays. Donc il y a de la main-d'œuvre qui a quitté de nombreux pays africains pour s'installer en Europe, principalement en France. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les enfants de ces immigrés en question ont décidé de poursuivre leurs études en France, mais de retourner travailler dans les pays d'origine de leurs parents. Et c'est quelque chose qui est vraiment symbolique, et je pense que c'est notamment la crise économique qui a justifié cette volonté de retour au pays. Très bien Marie-Cy, merci de votre intervention. Alors nous allons passer maintenant à un reportage. Donc oui, effectivement, on peut remarquer une rupture durable entre la banque et les consommateurs, notamment les banquiers. En effet, 38% des Français étaient inquiets, voire très inquiets de la sécurité de leur avoir, ce qui est quand même énorme. Et du coup, après la crise, on a remarqué que 44% des Français avaient changé leur attitude avec leurs banquiers. C'est pourquoi de nombreuses banques ont mis de nouvelles stratégies en place, notamment avec des plans d'épargne anti-crise ou des développements de banques en ligne moins chères. Les banques ont opté pour une toute autre approche, notamment la Société Générale avec la notion d'esprit d'équipe, le Crédit Agricole avec le bon sens et enfin BNP Paribas avec le pardon. Il faut aussi rappeler que le mouvement des indignés a débuté en Espagne et s'est très vite répandu dans le monde entier. Il a notamment touché plus de 71 pays, dont 719 villes. L'objectif principal de ce mouvement était de dénoncer le modèle capitaliste et le pouvoir de la finance. Nous avons remarqué que 54% des Américains étaient favorables au mouvement Occupy Wall Street. Comme dans toutes les crises, on voit qu'il y a un changement social important. La jeunesse et toutes les personnes concernées, se sentant délaissées par le monde actuel, veulent remettre en cause les idéologies d'avant. Bonjour Monsieur Toucal. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, vous êtes économiste en carton. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous parler des limites de la croissance? Alors oui, exactement. Donc les limites de la croissance ont été révélées au grand public à partir du Club de Rome avec le rapport Halte à la croissance en 1968. Mais ces discussions et ces débats sont restés très marginaux pendant de longues années. Et la crise de 2008 a en quelque sorte relancé ces discussions économiques en mettant en cause la croissance et le PIB comme facteur unique de développement. On a par exemple la commission Stiglitz qui a eu pour but d'intégrer dans le PIB d'autres éléments. Ça peut être les inégalités, le niveau d'éducation ou la santé, pour avoir un indicateur plus fiable du niveau de développement des pays et non pas basé uniquement sur la richesse. Donc vous pensez aujourd'hui que cette limite est réelle? Oui, bien sûr. Alors la limite, elle est il y a plusieurs limites à la croissance. Déjà, la première, c'est les ressources naturelles. On ne peut pas avoir une croissance infinie en puisant de manière infinie dans les ressources naturelles, puisqu'elles ont elles-mêmes une limite. Et il y a aussi les limites d'ordre social. On voit que la croissance peut être engendrée de manière différente et elle peut être captée par une infime partie de la population. C'est assez dangereux au niveau social, le manque de répartition des richesses sociales. Et ça fait partie justement des dangers à affronter dans le futur. Tout comme les dangers environnementaux avec le réchauffement climatique et le nombre croissant de catastrophes naturelles. Très bien, écoutez, merci Monsieur Toucal de votre présence. Merci et je vous dis à bientôt sur votre plateau. À très bientôt. Au revoir.
Merci d'avoir participé à cette émission et à la semaine prochaine sur Terre.